Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et c'est pas aujourd'hui, je vous retrouve avec le méga titre putaclic. Pardon, c'était hyper violent comme intro, la vidéo est en route depuis genre 10 secondes, j'ai déjà sorti un gros mot, super. Mais avouez que ce titre de vidéo, en fait quand j'ai commencé à avoir l'idée de la vidéo, je voulais juste faire un update lecture. Puis après je me suis dit, attends, cette semaine t'as lu beaucoup de fantasy, non, enfin de romantaisie en l'occurrence. Donc on va peut-être faire un update lecture, les dernières romantaisies que j'ai lues, t'as vu? Après j'ai commencé à les compter, je me suis dit, Marie, t'as presque lu 7 jours en 7 livres. Non, pas du tout, c'est l'inverse. T'as presque lu 7 livres en 7 jours. Et là mon cerveau il a dit, ça, j'ai lu 7 jours en 7 livres. Mais arrête de dire ça! Mon cerveau, quand il veut bien se connecter, il s'est dit, la meuf elle a lu 7 livres en 7 jours, ça c'est un titre pour une vidéo YouTube. Ça c'est le titre qui va faire que les gens qui ne me connaissent pas vont se dire mais elle est folle elle, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont cliquer, c'est sûr. Donc écoutez, si vous avez cliqué parce que le titre est putaclic, bienvenue. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que vous ne prendrez pas peur. En plus j'ai fait genre zéro effort physiquement, je veux dire, c'est-à-dire que c'est la coiffure de la flemme, c'est la tenue de la flemme, mais on s'en fout parce que je suis confort, je suis à l'aise et je suis donc ready pour vous parler de cette petite semaine où j'ai lu 7 livres en 7 jours et en l'occurrence j'ai lu 7 romantaisies. C'est intéressant puisque si vous me suivez un petit peu sur YouTube ou sur les réseaux depuis quelques temps, vous savez que j'ai toujours lu de la fantasy, j'adore ça, c'est mon genre de prédilection, mais depuis quelques temps, je lis beaucoup de romances pure et dure. En plus, romance avec du smut, romance vraiment, tu y vas quoi. Et ça m'inquiétait pas parce que j'avais envie de lire de la romance, donc je lisais de la romance, mais j'avais quand même cette petite voix au fond de mon cerveau qui me disait tu lis quand même moins de fantasy alors que tu kiffes ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et du coup j'ai essayé de relire des fantaisies, mais j'étais pas dans le mood puisque j'étais dans le mood romance, forcément. Alors après je sais pas si c'était l'été ou si c'est parce que j'avais venais d'acheter des livres qui me tentaient, enfin je ne sais pas, bref. J'ai lu quelques fantaisies les mois derniers et j'ai pas accroché plus que ça. Et ça me rendait quand même un petit peu chonchon parce que t'as vu, la romance je surkiffe bien évidemment, mais mon truc de cœur c'est quand même la fantasy, tu vois. Et là, eh ben écoutez, j'ai lu une fantasy, j'ai lu une deuxième, j'ai lu une troisième, j'en ai lu 7 et j'ai kiffé. Et du coup je suis hyper contente parce que j'ai l'impression de renouer, j'ai l'impression de rentrer à la maison en fait. C'est bizarre hein, mais c'est comme ça. Et j'étais tellement contente que je me suis dit j'ai envie de vous parler de ces fantaisies maintenant tout de suite et de ne pas attendre du coup ma vidéo bilan qui sortira je crois la semaine prochaine. Donc j'ai envie de vous dire allons-y. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais je me suis préparé une petite boisson, enfin c'est de la limonade hein, c'est pas non plus, j'ai pas fait un cocktail de foufou. Dans mon verre qui est vraiment trop cute et qui fait très petite romance d'ailleurs parce que tu peux sortir la fille de la romance mais tu peux pas sortir la romance de la fille, non c'est bizarre. On va s'arrêter là. En tout cas, je kiffe mon verre pour ceux que ça intéresse parce que je sais que je vais avoir des commentaires. Je l'ai acheté chez Emma, mais je me souviens plus si je l'ai acheté cette année ou l'année dernière. Bon, en tout cas, ça vient de chez Emma et c'est pas vraiment du verre, je crois. Et c'est pas plus mal parce que je crois que je l'ai déjà un petit peu tapé quand je l'ai lavé et il est toujours là. Donc, bien joué. Bon, c'est quand même pas du tout le sujet, cette histoire de verre. Let's go pour vous faire un petit récap du coup de ce que j'ai lu la semaine dernière. Enfin, en fait, quand vous allez regarder cette vidéo, c'était la semaine encore avant, mais on s'en fout. Let's go pour un petit update lecture. J'ai donc lu ça. Alors, en fait, c'est là qu'il faut que je précise que c'était vraiment un titre putaclic parce que en réalité, celui-ci, dont je vais vous parler tout à la fin du coup, je suis en train de le lire. J'ai lu genre 150-200 pages, donc je ne l'ai pas vraiment fini. Donc j'ai pas vraiment lu 7 livres en 7 jours. J'ai lu 6 livres en 7 jours. Franchement, on est d'accord que ça passe, c'est pareil, c'est le même niveau de j'ai des problèmes psychologiques et il faut que je consulte. C'est le même niveau de monstre dévoreur de livres, c'est juste que 7 livres en 7 jours, ça faisait un petit peu plus classe pour mon titre YouTube, donc bref, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous diriger sûrement vers la croix en haut en disant « Elle m'a menti, c'est dégueulasse !» Bref, restez avec moi, je vais vous parler de tous ces livres. J'ai effectivement commencé ma petite session fantasy-romantaisie avec une valeur sûre, mais ça c'était évident que j'allais aimer, j'avais pas trop de doutes, je vous l'avoue, avec du coup le 3e tome du Pont des Tempêtes qui s'appelle L'Héritier Insoumis, c'est une saga écrite par Daniel L. Jensen, paru aux éditions Brajlon. J'ai la version reliée qui est absolument magnifique, que j'ai payé 28 balles quand même, donc elle peut être magnifique, hein, excusez-moi. Et qu'à partir de presque 30 balles le bouquin, bon, voilà. Encore que là, par rapport aux autres, parce que les autres du Pont des Tempêtes étaient très beaux aussi, mais ils étaient beaucoup plus fins et on les avait payés le même prix. Alors que là, il fait presque 600 pages, donc... Bon, ça fait quand même un peu mal aux fesses quand tu passes en caisse, mais au moins tu sais pourquoi tu payes parce qu'il est quand même assez gros. Et il faut savoir il faut sachez que Le Pont des Tempêtes, c'est une de mes sagas préférées. Quand j'ai lu le premier tome, ça a été une méga révélation, genre vraiment gros coup de cœur. Le tome 2, gros coup de cœur. Et en fait, les 2 premiers tomes se concentrent sur les 2 mêmes personnages et le 3e se concentre sur des personnages
qui étaient secondaires dans les 2 premiers tomes, qui deviennent bien évidemment principaux dans celui-ci. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à lire et que je repoussais ma lecture, parce que, eh bien, j'avais peur de moins accrocher à ces personnages, j'avais peur de pas retrouver cette petite flamèche, tu vois, qu'il y avait entre moi et les personnages, entre moi et l'univers, moi et l'intrigue. Et surtout, je m'étais très vite rendu compte que, en fait, ce tome-là se passait en même temps que le tome 2 du Pont des Tempêtes, qui s'appelle La Reine Traîtresse. Et je me suis dit, bah oui, certes, c'est un point de vue différent, c'est d'autres personnages, tout ça, mais au fond, quel intérêt? Et j'avais tort, les gars, j'avais tort, bien évidemment, puisque Danielle L. Jensen est une déesse que je vénère de toute mon âme, qui a réussi en fait à faire un truc oufissime. En gros, oui, on a des redites par rapport à certains éléments, parce qu'on sait ce qui s'est passé, mais en fait, on a un point de vue totalement différent sur les événements, sur des événements qu'on croyait connaître, sur des événements qu'on croyait avoir appréhendés comme il faut dans les 2 premiers tomes, et là, on a plein de choses qui viennent se rajouter, donc des enjeux supplémentaires, de la tension supplémentaire, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais pas forcément plus rentrer dans les détails pour celui-ci parce que je veux pas vous spoiler vu que c'est un tome 3, mais je vais vous parler un peu de la saga Le Pont des Tempêtes, du coup, même si je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises puisque je suis une grosse fangirl. En gros, Le Pont des Tempêtes, ça raconte l'histoire de Lara, qui est une princesse d'un royaume qui est un petit peu en difficulté et qui surtout est gouverné par un roi qui est absolument horrible. C'est un gros fils de... Voilà, et depuis qu'elle est toute petite avec ses sœurs, il les a entraînées pour être des super assassinnes, bien sûr, des super espionnes et assassines. En fait, c'est ça, tu vois, j'ai voulu mettre assassin et espionne et du coup, ça a fait assasspionne. Non, attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, vous avez compris, j'ai voulu faire un petit mix de mots, ça n'a pas fonctionné. Donc elle est une guerrière hyper badass, elle est prête à tout pour espionner le royaume voisin et pour rapporter en fait des infos exclusives pour que son père puisse envahir le royaume voisin. Pour ça, Lara va aller épouser le roi du royaume voisin, du coup logiquement, qui est donc le roi qui a la main mise sur le pont qui relie tous les royaumes entre eux et qui du coup a la main mise sur le commerce, etc. etc. Lui, il veut juste que son peuple il survive, mais en épousant Lara, il espère consolider des alliances, sauf que Bibichette, ce qu'il n'a pas compris, mais ce qu'il va finalement très vite comprendre, c'est que elle est là que pour récolter des infos et pour le trahir. Mais bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que Lara, on lui a quand même pas mal lavé le cerveau par rapport au fait que son père était génial et que les autres pays c'était de la merde. Et en fait, très vite, elle va commencer à se dire, mais attends, c'est-à-dire que moi, mon mari, il est pas si horrible que ça. Déjà, il est plutôt beau gosse. En plus, il est quand même très sympa. Et son peuple, il a l'air quand même plutôt cool. Enfin, tu vois, bref, elle remet tout en question. Sauf que, entre son cœur, sa tête, sa formation, les enjeux qu'il y a de tous les côtés, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça donne lieu à des situations, mais juste épiques. Voilà, je n'en dirai pas plus. Oui, c'est une romantaisie qui est... Alors, je dirais pas forcément prévisible. Si, sur les grandes lignes, il y a des choses qui sont prévisibles, évidemment. On sait un petit peu, voilà, l'histoire d'amour, on sait un peu les trahisons qu'il va y avoir. Mais je trouve que l'univers est extrêmement riche et surtout que les intrigues politiques sont très bien faites. Ne vous méprenez pas, vraiment, la romance est centrale, elle est hyper importante et c'est elle qui détermine en fait tout le reste de l'histoire. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est une romantaisie extrêmement riche, originale, bien menée, parfaite, vraiment parfaite. Et du coup là, je suis quand même un chouille vénère, enfin vénère. On s'entend, parce que moi j'ai lu tout ça, j'étais en mode ouais let's go, continuons, sachant que lui il est sorti genre bien en mars ou un truc comme ça. Et ben en fait le 4e n'est pas encore sorti en VO, il sort genre en janvier en VO. Mais qu'est-ce que je vais faire moi en attendant janvier? Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant janvier? Parce qu'en plus on finit bien, et évidemment sur le petit cliffhanger, et normalement la plupart des personnages principaux devraient se rencontrer, enfin se réunir entre guillemets, dans le prochain, et j'ai juste méga trop hâte. Voilà, sans surprise, c'est ce livre qui m'a relancé dans la fantasy romantasy, et c'est un pari réussi parce que cette autrice est absolument incroyable et je l'ai surkiffé. Le livre, pas l'autrice, même si l'autrice, je la surkiffe aussi. Et puisque j'étais lancée avec cette autrice qui de toute évidence me réussit, j'ai continué avec son autre roman qui s'appelle Un destin ancré dans le sang, toujours aux éditions Brajlon, toujours une édition absolument sublime. Mais celui-ci, c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie, je pense qu'elle a lancé, je sais pas si c'est une trilogie, une saga, une duologie, I don't know. C'est marqué saga. Bon, écoutez, on verra combien de tomes il y a en tout. Mais on est plus cette fois-ci sur le côté un peu réécriture de mythologie nordique, puisque c'est l'histoire de Freya qui, dans un mariage absolument horrible avec un personnage absolument horrible, et qui en fait cache depuis toujours qu'elle a été marquée par une déesse qui pourrait faire d'elle une guerrière hyper puissante. Un jour, elle est un peu contrainte et forcée d'utiliser son pouvoir, ce qui fait qu'elle est repérée du coup par le jarl, c'est un peu des chefs, tu vois, le jarl d'un clan voisin qui va essayer de s'approprier son pouvoir puisqu'il y a une prophétie qui dit que s'il unit son destin à cette guerrière de légende qu'ils appellent la Skarlvirmonjo, je sais pas le dire, je vous l'écrirai ici,
Vous me direz comment vous le prononcez. Franchement je sais pas. En plus je pense que l'association des lettres et puis les petits points et tout, ça doit être une prononciation différente que je n'ai pas. Je suis désolée si j'écorche le mot, mais enfin peut-être que c'est un mot qui n'existe pas d'ailleurs, mais en tout cas je ne sais pas le prononcer. Et en gros elle est censée, je sais plus où j'en étais du coup avec toutes ces divagations d'ordre étymologique et prononciationnaire. J'ai expliqué que le chef de clan là du coup, oui c'est ça, il a eu une prophétie qui lui a dit que s'il unissait son destin à cette guerrière, il pourrait devenir le roi de tous les rois en gros. Donc il y a quand même des enjeux un peu comme ça. Et du coup il va essayer de s'approprier le destin de Freya en l'épousant. Et il veut aussi s'assurer qu'elle devienne une très bonne guerrière, donc il va s'assurer que... Ça fait beaucoup d'assurer, non? Il va faire en sorte qu'elle soit formée par son fils, qui est un guerrier hors du commun, qui lui aussi a été touché par les dieux, donc il a un petit peu des pouvoirs. Et le problème, c'est que Freya commence à en avoir un peu marre que les hommes lui disent quoi faire avec son talent et son destin. Et puis accessoirement, Freya, elle est quand même un petit peu en crush sur Bjorn, qui est donc le fils de son époux, qui est un peu son faux époux, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est un mariage d'arrangé, tu vois. Enfin bref, je l'ai hyper mal résumé, mais grosso modo c'est ça, c'est encore une fois de la romantaisie où l'histoire d'amour et la tension entre les personnages va débloquer plein de choses pour l'intrigue, mais c'est surtout un univers qui est clairement inspiré de la mythologie nordique, qui est très riche. Si vous aimez les trucs, alors je l'ai pas vu moi, mais la série genre Viking, j'ai pas d'autres exemples du coup. Parce que moi je vous avoue la mythologie nordique c'est fascinant, hein, je le reconnais, mais c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, donc je n'ai pas lu beaucoup de trucs dessus. Donc j'ai pas forcément d'autres recommandations du même style à vous faire, mais si vous aimez la mythologie nordique, si vous aimez l'histoire nordique, toute cette ambiance de vikings, de clans, de Drakkar, de Valhalla et tout, Valhalla ou Valhalla, vraiment vous allez surkiffer. J'ai beaucoup aimé parce que c'est impossible de ne pas aimer la manière dont l'autrice tisse ses personnages et ses relations et comme je vous disais vraiment les enjeux qu'il y a dans le livre, mais j'ai moins aimé que Le Pont des Tempêtes, peut-être parce que justement je faisais trop la comparaison alors que c'est une autre série donc c'est normal que ça ne se ressemble pas. J'ai aussi un chouille moins accroché au personnage parce que je vous avoue que l'héroïne, alors d'un côté l'héroïne elle m'a un peu cassé les bonbons. D'un autre côté, ce qui faisait qu'elle me cassait les bonbons était aussi le fait qu'elle avait l'air beaucoup plus humaine et beaucoup... Enfin, en fait, elle est faillible, elle n'a pas toujours les bonnes réactions, elle a un petit peu forte tête et tout, donc c'était des traits de caractère que j'appréciais, mais qui dans l'ensemble, du coup, me l'ont rendu un petit peu moins appréciable. Je sais pas si ça a du sens, ce que je vous raconte. Je vous avoue que moi-même, j'ai un peu du mal à comprendre où je veux aller. Mais en tout cas, j'ai un chouille moins accroché avec cette saga-là, enfin, avec ce premier tome en tout cas, mais bien évidemment... J'ai kiffé quand même, je lirai la suite avec plaisir. Et celui-ci par contre, je crois avoir vu que le tome 2 sortait aussi en VO, genre je crois que c'est à la fin d'année, peut-être même que c'est en début d'année. Enfin en tout cas, il va falloir attendre aussi grave longtemps avant d'avoir la suite, mais j'ai hâte. Je ne l'ai pas précisé, mais dans L'Héritier Insoumis et dans celui-ci, du coup, vu que c'est de la romantaisie adulte, alors il y a des scènes un peu gore, disons que quand il se tape dessus, il se tape pas dessus à moitié. Hein, quand il chope un ennemi et qu'il s'agit de le torturer pour trouver des infos, on ne fait pas les choses à demi-mesure. Et il y a aussi un peu de smut, enfin il y a même beaucoup de smut. C'est pas qu'il y a beaucoup de smut, c'est qu'il est détaillé. Il y a genre une ou deux scènes dans tout le livre, mais c'est assez détaillé. Donc c'est vraiment des romans adultes. C'est de la romantaisie adulte, puisque c'est chez Brajlon, qui est le label adulte. Je le précise quand même au cas où. Après j'ai fait un petit intermède toujours romantaisie, mais cette fois-ci ado, puisque j'ai lu Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, qui est paru aux éditions Big Bang, donc qui est le label ado de Brajlon justement. Et celui-ci j'ai bien aimé, mais en même temps moyen. Vraiment ces updates lecture sont pépites parce que ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. On va faire le résumé d'abord. En gros, c'est l'histoire de Tana qui vit sur une île où se sont regroupés tous les sorciers et toutes les personnes qui pratiquent la magie depuis qu'il y a eu un petit peu en fait c'est parti un peu en cacahuète entre les gens qui pratiquaient la magie et ceux qui ne pratiquaient pas la magie et du coup ils se sont séparés pour vivre un peu plus en harmonie et là les tensions se sont vachement apaisées depuis quelques temps et elle est censée en tant que héritière de la chef de la sorcière qui dirige le coven, elle est censée épouser le chef d'un dirigeant, non attendez quoi, le fils d'un dirigeant du continent, donc de personnes qui ne pratiquent pas la magie, pour un peu l'alliance, t'as vu, pour montrer que les sorciers et les sorcières ne sont pas si différents d'eux et qu'ils sont pas dangereux, etc. Et participer au rapprochement des deux communautés. Elle-même, elle sait que la magie n'est pas forcément dangereuse, c'est la manière dont tu l'utilises, etc. Mais surtout, avec son clan, avec son coven, ils participent une fois par mois, je crois, à une sorte de cérémonie qui leur permet de relâcher en fait le trop-plus de magie qu'ils n'utilisent pas. Enfin, je vous le simplifie, mais grosso modo, c'est ça, il y a une cérémonie qu'il ne faut absolument pas louper, et elle va vous en douter, un jour, elle la loupe. Du coup, elle est terrifiée à l'idée d'être consumée par la magie qu'elle n'a pas réussi à évacuer, et elle va devoir demander de l'aide à un garçon qu'elle rencontre, mais totalement par hasard sur la plage un soir. Il s'appelle Wolf, et lui, il prétend qu'il utilise encore l'ancienne magie
cette magie qui fait peur à tout le monde et qui a été bannie et qui lui permettrait en fait à elle de ne pas mourir de cet excédent de magie. Encore une fois, c'est hyper mal résumé, je vous l'explique trop mal, mais grosso modo, elle est partagée du coup très vite entre le destin qu'on lui a répété qu'elle avait, c'est-à-dire être la bonne petite sorcière, ne pas faire de vagues, ne pas trop utiliser la magie, mais en même temps l'utiliser parce que c'est quand même en toi, etc., etc., épouser le fils du gouverneur, tout ça. Et d'un autre côté, ce qu'elle va découvrir auprès de Wolf, c'est-à-dire une magie plus ancestrale, plus puissante, qui ne bouleverse pas forcément l'ordre des choses établies et qui n'est pas aussi mauvaise qu'on lui a raconté. Puis bien sûr, il y a le petite attraction entre elle et Wolf. Enfin bref, c'est très compliqué pour Tana. C'est vraiment pas des moments faciles qu'elle va passer. Et en fait, j'ai bien aimé le pitch de base. J'ai bien aimé l'intrigue et tout ce qui se passait. C'est juste qu'il y a des moments, je me disais, mais en fait, on va où ? Enfin, les enjeux sont importants, mais je trouvais que la manière dont ils étaient amenés, c'était un peu en mode ok, ça c'est résolu. Bon, maintenant, ça, ok, bon, ça c'est résolu. Maintenant, ça, vous voyez ce que je veux dire ? En gros, j'avais pas l'impression qu'ils s'étaient vraiment très liés entre eux. Ça faisait un peu saccadé au niveau du rythme. Et du coup, ça m'a vachement ralenti dans ma lecture. Enfin, ralenti, c'est pas vraiment le mot, puisque je l'ai lu aussi en 24 heures, mais ça m'a freiné pour vraiment accrocher et rentrer dans l'histoire, on va dire. Grosso modo, c'était une bonne lecture, parce que c'était original, c'était plutôt bien écrit, mais j'en garderai pas un souvenir impérissable. Un peu comme la couverture, en fait, si on doit résumer. C'est horrible dit comme ça, mais la couverture est mignonne, mais sans plus. Genre, tu la vois, tu dis « Ah, c'est mignon », mais 2 secondes après, tu l'as oublié, quoi. Je suis particulièrement brutale aujourd'hui. Après ça, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu La Bénie de Césarée de Liz Chrysler. Alors celui-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous montrais les sorties des prochains mois qui me tentaient trop. Et avec le recul, mais je vous ai sorti des dingueries et personne n'a remarqué, personne ne me l'a fait remonter. Donc je suis plutôt contente, ça veut dire que je suis pas la seule à m'être un peu embrouillé les pinceaux. Mais je vous ai dit, ouais, je sais pas si c'est Demos ou Liz Chrysler qui a écrit le livre, je suis totalement déstabilisée. Mais en fait, c'est juste, je suis un peu con, c'est tout. Parce que Demos, c'est le nom de la saga. Et Liz Chrysler, du coup, c'est le nom de l'autrice. Enfin, ça me paraît logique, en fait, quand j'y réfléchis. Parce que Demos, c'est le nom de l'univers dans lequel on évolue. Et du coup, la saga s'appelle Demos. Le premier tome s'appelle La Bénie de Césarée. Et le deuxième qui est prévu pour le printemps 2025 s'appellera, du coup, Demos, tome 2, Le Prince sans terre. Enfin bref, En fait, au moment du montage de mon ancienne vidéo, je me suis dit, mais c'est complètement stupide ce que tu dis, Marie. Tu vas forcément prendre un commentaire de gens qui t'expliquent. Et en fait, personne m'a rien dit. Donc, soit vous n'avez pas compris, soit vous n'avez pas voulu me vexer en disant, mais Marie, c'est évident qu'il n'y a pas 2 auteurs. Mais bref, passons. Quoi qu'il en soit, dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'avais trop hâte de lire ce livre et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas tenu très longtemps avant de le lire. Et vraiment, ça a été mais genre un peu une petite claquounette quand même. Pour rappel, c'est l'histoire de Verina qui est l'impératrice du coup de l'empire du... comment il s'appelle ? De l'empire de Césarée, logiquement, qui est en guerre depuis très longtemps contre l'empire d'Arthos. Elle a été en fait bénie par un dieu, c'est-à-dire le dieu il est un peu venu en elle, il lui a donné ses pouvoirs et du coup elle a certaines capacités hors du commun, qui n'ont pas été acquises d'ailleurs en toute tranquillité, elle a beaucoup souffert, mais ça fait d'elle la bénie de Césarée et donc l'impératrice, la Maxima, et elle est censée gouverner le pays. Sauf que dans cet univers d'inspiration Rome antique, eh bien il y a un sénat qui gouverne avec elle, et ce sénat, c'est tous des fils de... voilà, et ils n'arrêtent pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Depuis 10 ans qu'elle est sur le trône, ils n'arrêtent pas de la contrarier, et surtout, elle n'arrête pas d'essuyer les tentatives d'assassinat, ce qui ne fait pas trop ses affaires, puisque déjà elle peut pas gouverner correctement, en plus elle peut pas dormir tranquillement, parce qu'elle a toujours peur qu'on l'assassine dans son sommeil, et en plus de ça, ça l'empêche de se concentrer en fait sur les points vraiment importants, comme notamment la guerre avec le pays voisin. Donc elle a un plan de génie pour régler tout ça, et dans ce plan intervient alors attendez, parce qu'il y avait la prononciation de son prénom, vous savez c'est un prénom qui s'écrit genre C-I-A-R-A-N, en fait ça s'écrit Ciaran, mais ça se prononce Kiran. Il y avait la petite note de bas de page qui fait plaisir. Donc bref, Kiran Arthos, lui c'est le frère du prince du royaume voisin, et c'est un général de génie, etc. Il est capturé, et du coup elle va se servir de lui pour dompter le Sénat, sauf que il va se passer plein de choses qui vont totalement bouleverser ses plans à la petite Verina. On a donc des intrigues de cour, on a une romance bien évidemment, on a des enjeux politiques extrêmement forts, et on a tout un côté du coup divinité, un peu prophétie mystique, etc. C'est aussi extrêmement bien fait, c'est très riche. Par contre, c'est beaucoup plus dark que ce à quoi je m'attendais. On a des avertissements de contenu au début du roman, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi hard quand même, je vous l'avoue. Il y a des scènes qui sont assez hard, qui sont assez détaillées au niveau justement de souffrance, de violence, etc. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est la psychologie des personnages, parce qu'ils cassent toutes les cases. Ils rentrent dans aucune case, et pour moi, leur psychologie et la manière dont ils évoluent et ce qu'ils font
sort totalement de la case young adulte. Et c'est pour ça que ce roman va être, je pense, classé en young adulte, parce que Gulfstream, ils font du young adulte. Mais pour moi, c'est de l'adulte. Vraiment, c'est de l'adulte. Autant pour la richesse de l'univers, autant pour la richesse des personnages, pour leur complexité, pour ce qu'ils font, en fait, pour leur moralité un petit peu douteuse. Et clairement pour la fin aussi, parce que on reste sur un cliffhanger, mais on reste sur des événements qui vraiment m'ont fait... Tu sais, j'étais comme ça, je disais, mais non, mais non, mais non, comme ça, vraiment, jusqu'à la toute dernière page, j'étais en mode, mais j'ai loupé, c'est pas possible. Donc vraiment, un livre extrêmement riche, extrêmement dense, que j'ai dévoré et que j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, je vous le cache pas. J'ai oublié de vous montrer à quel point il était beau, parce que j'ai déjà montré dans la dernière vidéo, mais c'est le genre de livre dont on ne se lasse pas, hein, parce qu'on pourrait l'admirer pendant 14 piges tellement il est beau. Théma la carte, Théma le fan art, ça a brillé tout, franchement. Une édition absolument sublime pour un roman qui est extrêmement bien. Voilà, j'ai l'impression que je me suis répétée 14 fois, donc je vais pas le redire une énième fois, mais vraiment très bonne découverte. Après ça, qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien, j'ai lu This Dark Descent de Kylene Josephson qui sort le 11 septembre en librairie. Ah ouais, j'ai pas précisé, mais ça sort le 5 septembre en librairie. 5 septembre. Et celui-ci sort donc le 11 septembre en librairie aux éditions Bayard. Et j'ai reçu donc une épreuve non corrigée parce que lui aussi sortira, je crois, dans une très belle édition avec du jaspage, avec une couverture en toc-toc dur, etc., etc. Mais vu que j'étais lancée dans ma petite période fantasy-romantasy, je me suis dit on va continuer sur la lancée, même s'il sort dans un mois, c'est pas grave. Donc je l'ai lu et je vais pas vous cacher que il y a des passages, je le fais quasiment jamais, il y a des passages, je les ai lus un petit peu en diagonale. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai pu lire autant de livres en une semaine, parce que celui-ci, je l'ai lu d'une oreille. Ça n'existe pas cette expression, Marie. Déjà, lire d'une oreille, ce n'est pas possible. Et en fait, je voulais dire un peu genre comme quand tu n'écoutes que d'une oreille, je l'ai lu que d'un œil, mais en fait, c'est pas possible de lire que d'un œil non plus. Enfin, tu peux, mais je pense que tu vas vite te taper une migraine, quoi. Bref, oui, je vous avoue, sur la fin, je l'ai lu rapidement parce que j'arrivais pas trop à accrocher en fait. Alors petit disclaimer, parce que c'est assez rare que je présente un livre sur lequel je n'ai pas forcément accroché sur cette chaîne. C'est pas parce que moi j'ai pas accroché que bien évidemment je dis que c'est nul. Au contraire, je suis fervente partisane du fait que il n'y a pas de mauvais livres, il y a juste des lecteurs qui ne sont pas faits pour ces livres-là. Enfin non, c'est faux, je pense qu'il y a des livres qui sont quand même vraiment pas très très bons. Mais là en l'occurrence, je pense juste que j'étais pas forcément dans le mood, ou alors que je suis passée à côté, que c'était pas pour moi, enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. This Dark Descent, de quoi ça parle? Et en fait, c'est là aussi où ça va commencer à être un peu compliqué pour moi de vous en parler. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tout était too much. Il y avait des bons éléments, mais en fait j'ai eu l'impression qu'on voulait tellement en faire que au bout d'un moment, j'ai été noyée. Comment vous dire? L'univers est très original. Et en fait, on aurait pu s'arrêter à « Ok, il s'est passé ça », et puis je sais pas, 4 ou 5 chapitres après, nous dire « Et au fait, il s'est passé ça ». Et ben là, non, en fait, j'ai l'impression qu'on n'arrêtait pas de me balancer des infos. En mode « Bim, il s'est passé ça », et tu sais, l'univers, il y a ça aussi, et ce personnage, et cette famille. Et moi, j'étais là « Ah non, arrêtez, trop d'infos ». Aïe, je me suis donné un coup. Enfin bref, je sais pas vraiment pourquoi j'ai eu ce ressenti, parce que j'ai lu, en plus, juste avant, des fantaisies qui étaient assez denses. J'en ai lu après aussi, où on balançait plein d'infos et où voilà, et ça m'a pas fait le même effet. Enfin là, j'ai trouvé que c'était pas particulièrement bien amené en fait. Et après, ce qui joue aussi, c'est que je me suis pas forcément attachée aux personnages. Ils avaient du potentiel pourtant, hein, mais en fait, que ce soit les enjeux de chacun, les enjeux globaux, j'ai trouvé qu'ils étaient pas forcément non plus très bien amenés, et j'ai pas réussi en fait à me prendre de passion pour le truc. Tu vois, genre il leur arrivait des trucs, j'étais en mode « Oh, bah c'est vraiment dommage ça ». Au lieu d'être « Oh mais non !» Vous voyez, j'étais pas dedans en fait, j'étais pas dedans. De quoi ça parle ce livre? Parce que là je blablate, je vous dis mon ressenti, mais je vous ai pas dit de quoi ça parlait. En gros, c'est l'histoire d'un royaume qui est dirigé par un roi, mais aussi par plusieurs grandes familles qui font partie de l'élite, de la noblesse, etc. Il y a là aussi une histoire de conflit entre pays voisins. En gros, le pays dans lequel on est là, ils sont au bord de la rupture. Tout le monde est au bord de la rupture, mais ils continuent, les grandes familles, à s'amuser comme il faut et tout, et notamment via le biais d'une course avec des chevaux enchantés, parce qu'en fait il y a une histoire de magie où tu peux donner des enchantements à d'autres personnes, et là en l'occurrence ils enchantent les chevaux pour faire une course extrêmement dangereuse, et la personne qui gagne la course a gloire, amour, beauté, enfin tu sais, comme la série quoi. Là en l'occurrence on suit du coup Mikira qui vient d'une famille qui était très réputée pour élever des chevaux justement pour ce genre de course, sauf que sa famille est totalement ruinée et son père s'est attiré de gros ennuis. En fait pour elle la seule solution de sauver son père c'est de participer, enfin c'est d'accepter de participer à cette course et de la remporter, mais la condition c'est qu'elle le fasse sur un cheval qui n'est pas enchanté. Grosso modo, elle a aucune chance d'y arriver, la bichette.
et elle va se trouver un sponsor et un allié en la personne de Damian qui lui est l'héritier d'une grande famille aussi. Il a ses propres intérêts à faire qu'elle gagne et à contrarier la personne qui lui a parié qu'elle pouvait pas gagner. Et pour cela, ils vont devoir faire appel à une enchanteresse un petit peu illégale. En fait, vous voyez, quand je vous le dis, je trouve que tout fait forcer. C'est-à-dire qu'on part de Mikira qui a besoin de gagner cette course pour libérer son père, ok. Mais du coup, Damian intervient pour l'aider parce que lui-même a des enjeux. Et pour que Damian intervienne et qu'il aide Mikira, il faut qu'il y ait un troisième personnage qui arrive. Enfin, vous voyez, j'ai trouvé que c'était pas... Enfin, ça se lit pas bien, ça se lit pas bien. Et puis après, les personnages évoluent. Alors ça, c'est intéressant de les voir évoluer. Mais ouais, non, bon, je vais pas m'apesantir pendant 4 piges, vous avez compris. Je pense que ce livre n'était pas forcément pour moi. Je suis passée à côté, ça arrive. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on finit quand même sur la petite révélation et tout. Et je serais quand même curieuse, je pense, d'avoir la suite. Donc je ne sais pas si je lirai la suite, mais en tout cas, je me renseignerai pour en apprendre un peu plus. En plus, je crois que j'ai vu que c'était une duologie. Donc c'est quand même dommage. C'est quand même dommage que j'ai pas accroché parce qu'il me manquait pas grand chose pour finir la saga et avoir toutes mes réponses. Mais ouais, voilà, bon, sans plus. J'aime pas quand j'accroche pas trop à un livre, mais bon. Après ça, j'ai lu Dawn of Onyx, qui est aussi un livre dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo où je vous parlais des sorties qui me tentaient. Comme vous pouvez le constater, il est sorti, je l'ai acheté direct et je l'ai lu dans la foulée. Et franchement, celui-ci, alors, ça démarrait pas hyper bien. Genre, j'ai lu peut-être les 100 premières pages, j'étais en mode, bon, ok, on y va, on se lance, quand est-ce que je vais accrocher? Et en fait, ça y est, après j'ai accroché et je l'ai dévoré et j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. C'est l'histoire de Arwen qui a un pouvoir de guérison, elle sait pas d'où il vient, elle sait pas vraiment le maîtriser, mais voilà, elle a une petite vie un peu pépouse. Et un jour, gros chambardement dans sa vie. En gros, il y a des soldats qui débarquent et pour sauver la vie de sa famille, elle propose en fait d'être emmenée en tant qu'otage. Elle dit non mais eux ils vous serviront à rien, moi je suis une guérisseuse, prenez-moi à leur place et vous les laissez tranquilles. En gros. Donc elle est emmenée à la cour du roi Onyx qui est lui aussi, alors décidément c'est que des histoires de guerre entre les royaumes. Hein. Quand on analyse 30 secondes, les plots de fantasy, c'est tous la même chose en ce moment. Hein. Mais bref, là elle est amenée du coup auprès du roi d'Onyx qui est le pays qui essaye d'envahir le sien depuis des années. Donc le gros ennemi, donc au début elle est vraiment en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais ils vont me tuer, ils vont me torturer, ça va être horrible et tout. Et en fait elle va se rapprocher du coup de plusieurs personnes dans ce royaume et elle va comprendre que la réalité n'est pas toujours ce qui paraît être. J'ai bugué de ouf. Elle va comprendre que la réalité n'est pas toujours telle qu'elle paraît être, que les relations entre les royaumes sont bien plus complexes qu'il n'y paraît et que ce qu'elle pensait savoir sur son royaume et sur les enjeux de la guerre entre les deux royaumes, etc. n'est pas forcément vrai. Elle va aussi apprendre bien sûr plein de choses sur sa magie, etc. Elle va se rapprocher d'un charmant jeune homme. Donc il y a bien évidemment la romance et je vais pas vous mentir, c'était hyper cliché, enfin je veux dire, c'était cliché, il y avait plein de choses qui étaient prévisibles au possible. Hein, le cliché, vous l'avez bien vu parce que le résumé que je vous ai fait de là pouvait totalement convenir aux 4 romans d'avant, j'ai envie de dire. Ces histoires de royaumes qui s'affrontent et d'héroïne qui va se retrouver projetée au milieu de tout ça, qui va essayer de trouver sa place, qui va comprendre plein de choses. Enfin c'est vu, revu et re-revu, on est tous d'accord. Et pourtant, j'ai kiffé parce que j'ai trouvé que les personnages étaient attachants pour le coup. J'ai bien aimé voir leur évolution, j'ai bien aimé voir leur rapprochement. J'ai trouvé que les relations étaient bien faites, bien construites. L'univers c'est un peu too much parce que de temps en temps on te sort un truc comme ça, genre à un moment il y a un dragon. T'es en mode ok let's go. Dragon il apparaît 2 fois dans le livre mais pourquoi pas. J'avais oublié mais il y a des faées aussi mais bon ça c'est pas mon truc préféré parce que je trouve que c'est un peu mis à toutes les sauces mais là en fait paradoxalement, c'est mis en avant mais sans être mis trop en avant. À voir ce que ça va donner pour la suite parce que c'est pareil, c'est un premier tome. C'est une trilogie d'ailleurs, c'est marqué là. Mais à voir comment c'est exploité par la suite parce que pour le moment, ça m'a pas gêné plus que ça. Alors que d'habitude, dès que je vois le mot faillé, je suis en mode non mais c'est bon. C'est bon. Donc vraiment, celui-ci, je saurais pas vous dire pourquoi. C'est bien parce que de This Descent... Non, attendez, c'est quoi le titre déjà? Celui-ci avait tout ce qu'il fallait pour me plaire et finalement, ça ne l'a pas fait. Et à l'inverse, celui-ci aurait facilement pu me saouler et en fait, il m'a pas saoulé du tout. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Celui-ci aussi est une romantaisie adulte, j'ai pas précisé, mais c'est sorti aux éditions Olympe. Et c'est aussi sorti du coup en version reliée, tout ce que vous voulez. Sauf que là, moi, j'ai dit stop, je suis un pigeon, mais faut pas abuser. Là, je l'ai payé quand même 19,90 € pour une version hyper classique. Franchement, je suis un peu... Je vous le cache pas, hein, je vous le dis comme ça parce que pas de tabou entre nous. Je suis un peu choquée. Parce que le livre, il fait 420 pages, ok. Mais il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est un livre. Je veux bien qu'il y ait la traduction, je veux bien qu'il y ait les rachats des droits anglophones, etc. Mais faut peut-être pas abuser. Enfin, moi, mes livres chez PKJ, ils font 450 pages, ils sont à 18 € grand max. Alors oui, c'est de l'ado, c'est pas de l'adulte, mais bref. Et j'ai hésité à prendre la version reliée, mais la version reliée, elle est à 25 € alors qu'il y a juste un livre en toc-toc, quoi. Enfin, bref. Moi, vraiment, un jour, il faudra prendre le temps de m'expliquer l'économie du livre et l'économie, en fait, des reliés, des brochets. Parce que vraiment, je ne comprends pas.
comment on peut ne pas perdre d'argent en sortant 2 versions simultanées. Faut m'expliquer. Je sais qu'avec ma triple casquette, j'ai un pied en librairie, j'ai un pied du côté auteur, etc. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Comment tu peux payer un livre, enfin, je le fais, hein, vous voyez bien que je le fais parce que je suis un pigeon, encore une fois. Mais comment tu peux payer 20 € un livre qui n'a aucun travail édito? J'exagère, je sais qu'il y a du travail édito derrière, mais je veux dire qu'il n'a pas de poudre de perlimpinpin dessus. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas la question. En plus, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit dans le milieu éditorial parce que je sais que ça, pour nous, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais en réalité, il y a tellement de travail derrière que voilà, je comprends. Et puis je sais qu'il y a la matière première qui a énormément augmenté, etc. Mais je sais pas, franchement ça commence à faire mal aux fesses, hein. Ça commence à faire mal aux fesses parce que, encore une fois, celui-ci je l'ai lu en 24 heures. Alors certes, j'ai des soucis, mais j'ai lu en 24 heures, donc 20 balles en 24 heures. Voilà, bref, l'important, parce que là j'ai quand même beaucoup trop digressé, l'important c'est que j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé ce livre et du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Je vais de ce pas me renseigner pour savoir quand la suite est prévue, mais vraiment trop hâte. Et enfin, autre livre que je me suis acheté ce mois-ci et que du coup je lis dans la foulée parce que j'avais vraiment trop envie de continuer avec la romantaisie. Ah, j'ai pas précisé, mais Dawn of Onyx, c'est aussi de l'adulte parce qu'il y a des petites scènes un peu olé olé. Et celui-ci, je pense qu'il va y en avoir aussi parce que il y a déjà quelques petits sous-entendus. Et surtout, j'ai l'impression qu'on ne va pas nous épargner tout ce qui est un peu plus gore et dark au niveau violence et tout, donc attention. Celui-ci, c'est donc The Foxglove King de Hannah Whitten qui est sorti aux éditions Brajlon. Celui-ci, ça fait déjà un petit moment qu'il est en librairie, mais je lui tournais autour, t'as vu. J'hésitais, je savais pas trop, machin et tout, et en fait là, j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai acheté, je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu, non, c'est faux. J'en suis à là, donc objectivement, j'ai pas lu grand chose. Normalement, il devrait pas forcément être dans cette update lecture. Encore une fois, c'était pour le titre 7-7. En bref, vous avez compris. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je kiffe. Genre vraiment, j'ai lu 100 pages, je suis à fond. Si ça continue comme ça, je vais kiffer. J'aurai du coup l'occasion de vous reparler vraiment de mon avis global durant mon bilan lecture parce que j'aurai plus avancé, je l'aurai sans doute fini. Donc ce sera quand même plus intéressant de vous parler de mon ressenti fini sur le livre fini. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un univers vraiment très très riche. C'est l'histoire de Laure qui a un pouvoir. En fait, dans son royaume, il y a le dieu qui a donné la vie, etc. Et en fait, ce dieu a tué une déesse qui est enterrée sous la ville où habite Laure. Et cette déesse, en fait, elle est morte, mais en même temps, vu que c'est une déesse, il y a des choses qui... c'est horrible dit comme ça. Il y a des choses qui sointent d'elle et qui permet aux gens qui prennent ces énergies de détecter la mort et de la manipuler. En fait, Laure, elle fait partie de ces personnes qui arrivent un peu à manipuler la mortem, donc ce qui sointe du corps de la déesse, là. Et c'est totalement illégal, donc ce qui fait qu'elle aurait quand même pas mal de problèmes si elle venait à être découverte. Et devinez quoi ? Elle est découverte, sauf qu'au lieu d'être exécutée, le roi a une mission pour elle en fait, parce que, encore une fois, des royaumes qui s'affrontent. Et vu que le roi soupçonne qu'il y ait quelqu'un à la cour qui donnerait des informations au royaume ennemi, il va l'embaucher parce qu'elle est aussi une espionne assez réputée. Enfin, elle n'est pas réputée parce que tu peux pas être réputée en tant qu'espionne. Si tout le monde sait que t'es une bonne espionne, t'es plus une bonne espionne, t'as compris? Mais en tout cas, on lui a dit qu'elle était plutôt douée pour obtenir des infos et tout. Donc il passe un marché avec elle en mode je ne te tue pas si tu travailles pour moi. Et Laure, Bichette, elle a pas trop le choix, hein. Pour ça, du coup, elle va devoir se rapprocher du prince héritier et elle va devoir collaborer avec Gabriel qui est un prêtre guerrier qui lui aussi peut maîtriser un peu la magie et tout. Je pense que ça va être hyper intéressant de voir l'évolution des personnages, l'évolution des relations entre les personnages, parce qu'il y a déjà des choses assez complexes qui ont été montrées, qui ont été mises en place. Franchement, je sens que je vais kiffer. Je vous en reparle bientôt, mais j'espère que j'arriverai pas en disant vous vous souvenez quand j'ai dit que je kiffais, finalement je kiffe plus, parce que c'est prometteur, ce début est très prometteur. Voilà pour ce petit update lecture, j'espère que ça vous a plu. Je me suis dit que là, le thème s'y prêtait, hein, la romantaisie, la fantaisie, mon retour dans la romantaisie, mais aussi que ça me permettrait d'alléger un peu les bilans et book hauls que je fais chaque mois, parce que souvent ils durent très très longtemps. Et j'ai l'impression que ça vous gêne pas tant que ça quand la vidéo fait 1 heure de long, mais quand même ça me paraît beaucoup. Et voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de peut-être alléger un peu ce bilan que je vous ferai à la fin du mois. Je blablate beaucoup trop, ouais, beaucoup trop, donc on va s'arrêter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente ou si vous en avez lu un. N'hésitez surtout pas, même pitié faites-le, à me donner en commentaire des recommandations de romantaisie ou de fantaisie qui vous ont vraiment plu.
parce que là, bon, j'ai 2-3 services de presse à lire qui sont plutôt de la romance, donc je vais me relancer un peu dans la romance, mais j'espère que je vais continuer tout droit sur cette lancée romantasy fantasy, parce que là, niveau lecture, je vis ma meilleure vie, et en plus, je pense que ce qui joue, c'est que je me suis lancée dans les corrections édito de mon prochain roman, qui lui, du coup, est aussi de la fantasy, donc je pense que, tu sais, vraiment, je suis dans le mood full fantasy, t'as vu? Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos fantasy ou romantasy préférées. Un petit commentaire, si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre des épées. Des épées qui symboliseraient du coup tous les conflits qu'on a vus entre les différents royaumes, parce que franchement, on a vu que ça. C'est le pitch de base de 99% de mes lectures et 99% d'ailleurs des fantaisies de manière générale, on va pas se le cacher. Donc je vous laisse mettre soit une épée, soit 2 épées, soit des petits poignards, enfin voilà, des choses qui vous évoquent un petit peu la guéguerre qu'on peut faire et des armes un peu pointues quoi. J'attends donc votre petit commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!